Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je suis ravi en tant que directeur de l'IAE Lyon de vous accueillir sur notre campus universitaire la manufacture des tabacs pour cette conférence autour de la thématique des dictats du chiffre, l'entreprise déshumanisée, point d'interrogation. C'est un grand plaisir pour nous de vous accueillir, Monsieur Collomb, et également Monsieur Ricol. Nous sommes très honorés de votre présence dans nos murs. Pour l'IAE Lyon, École universitaire de management, qui est un des principaux centres de formation au métier de l'expertise comptable au niveau régional, mais également à l'ensemble des métiers du management. Une telle thématique est bien entendu particulièrement passionnante. Nous sommes un lieu de diffusion de connaissances, mais également un lieu où on interroge les techniques et les pratiques de gestion développées, que ce soit en entreprise ou bien sûr par nos académiques. Et je suis certain que cette soirée permettra d'avoir des dialogues riches en termes de contenu sur ces questions qui sont au cœur de nos métiers. Je vous souhaite donc une excellente soirée. Sans plus attendre, passe la parole à Denis Lafay. Merci Jérôme. D'abord un grand merci à Jérôme de nous accueillir, à vous tous d'avoir répondu présent malgré les embouteillages monstres qui expliquent d'ailleurs que certains d'entre vous ne soient pas encore là. Un grand merci bien sûr à Bertrand Collomb et René Ricol d'accepter ce débat, et puis à Philippe Lansac d'RCF qui va en assurer l'animation. Alors ce soir, l'objet n'est bien sûr pas de condamner le chiffre, évidemment si utile, si primordial et si irremplaçable dans l'organisation de notre quotidien, de l'entreprise ou de la performance. Il s'agit simplement d'en saisir la compatibilité et l'incompatibilité avec la préservation de l'essentiel, qui est l'humain. Tout ou presque dans l'entreprise est désormais chiffre. L'envahissement des normes, l'injonction de recenser, d'évaluer, de mesurer, celle de tracer ou de quantifier, la course ininterrompue à la progression de la taille, du cours de bourse, des résultats, l'obligation de se prémunir et de se protéger, sanctuarisée par le principe de précaution, enfin la tyrannie de la financiarisation et les exigences parfois irrationnelles et contre-productives du reporting coiffent l'entreprise d'une charpente comptable. Charpente sous laquelle doivent évoluer tous les salariés, quel que soit leur rang, quelle que soit la nature et les degrés de leur responsabilité. Même les méthodes de management établies par des sociétés elles-mêmes inféodées à cette réalité empruntent la logique. Une telle dérive a de dangereux qu'elle invite insidieusement à confier essentiellement aux chiffres le soin de garantir l'efficacité et la performance. Elle retire tout aussi subrepticement à l'émotion, à l'intuition, au regard, à la confiance, la quintessence des relations humaines. Elle contracte le périmètre d'autonomie. Elle peut décourager l'esprit d'oser et donc l'initiative entrepreneuriale, puisqu'elle enferme dans un carcan normé et quantifié ce qui devrait relever au contraire de l'improbable, de l'inconnu ou de l'imprévu. Difficile alors de se placer dans l'aventure de l'entreprise, dans l'aventure de la création, dans l'aventure du risque, lorsque chaque initiative doit répondre à des règles, à des numérotations ou à des codes. Cette problématique interroge au-delà de l'entreprise. Elle est en résonance avec une société vassalisée à des raisonnements et à des outils exagérément marchands. On a beau se rassurer en proclamant que l'argent ne fait pas le bonheur, l'évaluation de la richesse, celle du PIB d'un pays comme celle d'un foyer, relève de critères massivement chiffrés, indexés à la doctrine matérialiste qui encourage à consommer, à posséder et à accumuler. Les tentatives d'introduire de nouveaux indicateurs censés mesurer la qualité de la société au bien-être des individus, à l'utilité, au sens ou à l'altruisme de leurs actes, à la préservation de leur environnement, à la destination du progrès, à la revitalisation de domaines comme l'éducation, la culture, la connaissance ou la santé qui cimentent la collectivité, eh bien ces tentatives pour l'heure échouent. Les espérances portées par le fameux rapport Stiglitz, commandé en 2009 par Nicolas Sarkozy, n'ont pas abouti. Et c'est donc dans ce contexte coercitif que les patrons et leurs équipes doivent veiller à préserver un management humain. Peu d'études, malheureusement, démontrent que la qualité de la dimension humaine du management conditionne concrètement la performance et élève les résultats comptables. A contrario, les cas d'entreprise dont le délitement coïncide avec l'inconsistance managériale ne manquent pas. Prenons un exemple récent que nous avons produit dans les colonnes d'acteurs de l'économie et de la tribune, celui de la FNAC. Que raconte l'enquête à partir des témoignages, non seulement des syndicats, mais aussi des vendeurs, des managers, des directeurs de magasins et même de cadres dirigeants?
Des méthodes managériales et une politique sociale qui embrassent, je cite, une dictature du chiffre, du contrôle et de la rentabilité immédiate, avec pour répercussion la normatisation et l'uniformisation des process, l'hypercentralisation des responsabilités, qui ont dépossédé les salariés d'une partie de leurs prérogatives et leur ont soustrait une autonomie décisionnelle, une dynamique collaborative qui particularisait autrefois le fonctionnement de l'enseigne. Il condamne également un volume inédit de reporting, une multiplicité de tâches jugées, je cite, asphyxiantes, une considération de moins en moins humaine, je cite toujours, des relations hiérarchiques, des outils de pilotage et des indicateurs d'évaluation eux-mêmes délétères. Je les subis et dois les faire subir, confient plusieurs directeurs de magasins. L'exigence de rentabilité évidente et saine dépasse le seuil de l'acceptable au point de détériorer l'exercice managérial et d'affecter l'aventure humaine que constitue un magasin. Pour être reconnu et progresser dans le groupe, hier il fallait être un manager, prendre des initiatives, se démarquer. Dorénavant, il faut être calculateur, cynique. Comment, dans de telles conditions, donner de soi-même et réclamer des salariés le meilleur? Nous sommes là devant un cas typique d'entreprise dont le propriétaire, déterminé à une cession rapide, a fait le choix de la plonger dans un management désincarné pour espérer en tirer un profit à très court terme. Toutes les entreprises ne sont pas ainsi, loin de là et heureusement. Nombre d'entre elles lorgnent un profit raisonnable, humainement acceptable, inscrit dans un horizon lointain. Mais le fonctionnement d'autres organisations cautionne l'interrogation. Face au diktat du chiffre, faut-il renoncer à mettre en œuvre un management humain? L'entreprise est-elle condamnée à la déshumanisation? Non, bien sûr. L'entreprise est composée de femmes et d'hommes et donc est intrinsèquement humaine. Après, il appartient aux dirigeants et aux actionnaires de déterminer le degré d'humanité dont ils veulent envelopper le management, mais aussi la part de cette humanité qu'ils acceptent de ne pas exploiter au profit des résultats et de laisser à l'intimité seule des collaborateurs. Ne l'oublions pas, le capital humain peut aussi former un oxymore. Dans le domaine managérial, tout est en premier lieu exemplarité, vision, conviction et, osons le mot, valeurs. Des valeurs qui naissent du sommet, puis ensuite empruntent des principes et des méthodes, comme ceux de subsidiarité ou de suppléance, puis essaiment dans l'ensemble des strates. René Ricol et Bertrand Collomb sont particulièrement autorisés à en débattre. L'un, président de Ricol Lasteyrie, par son métier, incarne le chiffre, mais pourra témoigner de la nécessité et des moyens, dans ce contexte, d'humaniser le management. L'autre, membre de l'Institut de France, consacre actuellement une partie de ses travaux à la promotion d'un management humaniste qu'il s'employa à mettre en œuvre lorsqu'il présidait Lafarge. Ils vont nous dire s'il est encore possible, et surtout comment il est possible, d'assurer à l'homme de demeurer réellement, c'est-à-dire au-delà des discours qui inondent les plaquettes d'entreprise, de demeurer donc réellement l'élément respecté, central, vital, le premier ressort, la première ressource de l'entreprise. Merci. Bonjour à tous. La question peut paraître une provocation en matière économique, mais au vu de la financiarisation toujours croissante de l'économie, qui plus est dans un contexte global et au vu de l'ampleur de la crise financière depuis 2008 et de sa permanence, elle mérite vraiment d'être posée sérieusement. Subissons-nous un diktat du chiffre et les entreprises s'en trouvent-elles déshumanisées? Deux experts pour répondre à cette question. Bertrand Collomb, bonjour. Bonjour. Bertrand Collomb, vous êtes président d'honneur de Lafarge et membre de l'Institut de France. René Ricol, bonjour. Bonjour. René Ricol, vous êtes président de Ricol Lasteyrie et ancien médiateur du crédit entre 2008 et 2009. Merci d'être avec nous pour ce débat exceptionnel enregistré en public à l'IAE de Lyon dans le cadre des débats autrement organisés par le magazine acteur de l'économie La Tribune, débat dont RCF est partenaire. Bertrand Collomb, j'aimerais qu'on parle un peu de ce diktat du chiffre et plutôt de ce détournement du chiffre, parce que vous êtes un industriel, un ingénieur de formation, et pour vous, le chiffre, c'est au cœur de votre formation. Alors en quoi a-t-il été détourné, au fond ? Ben oui, on m'a appris quand j'étais jeune, que dans mes études d'ingénieur, que on ne pouvait pas manager quelque chose si on ne le mesurait pas, si on n'avait pas des chiffres pour le caractériser. Alors, c'est pas vraiment le chiffre dont nous nous plaignons, c'est un certain type de chiffre et c'est une certaine utilisation de ce chiffre. Alors, nous parlons bien sûr des chiffres financiers.
Alors, il ne faut quand même pas oublier non plus que la finalité de l'entreprise, on disait autrefois c'était de créer des richesses, maintenant on dit c'est créer de la valeur, mais ça revient bien au même. Donc la finalité de l'entreprise, c'est l'efficacité économique. L'entreprise n'est pas un club de foot ou une association de bienfaisance. C'est d'abord une organisation où des gens se mettent ensemble pour produire des choses qui valent plus cher que ce qu'on a utilisé pour les produire. Mais c'est d'abord aussi une communauté de gens qui font ça ensemble. Donc c'est pas simplement des chiffres. Et alors, ce qui a provoqué finalement ce dont nous nous plaignons, je crois que c'est l'évolution due à la mondialisation et la financiarisation de l'économie qui fait qu'on est passé progressivement d'une conception où l'entreprise devait créer de la valeur pour un certain nombre de partenaires, pour ses clients bien sûr, pour ses actionnaires bien sûr, pour ses employés, ses collaborateurs, pour les communautés où elle vivait, à une conception où la totalité de la valeur de l'entreprise devait être donnée à l'actionnaire, ou réservée à l'actionnaire. Et ça, c'est parce que l'actionnaire est devenu plus puissant, que l'actionnaire est devenu plus impersonnel, avec la professionnalisation de l'investissement. Donc les gestionnaires de fonds sont des gens qui eux-mêmes sont sous une forte pression parce qu'ils sont jugés tous les 3 mois ou même en permanence par leurs clients. Et ils ont demandé de plus en plus une performance à des entreprises qui, elles, sont en concurrence. Toutes les entreprises sont maintenant en concurrence devant tous les actionnaires du monde entier. Et ils ont surtout demandé, il faudra qu'on y revienne parce que ça c'est fondamental, ils ont surtout demandé cette performance dans des conditions de temps et de prévisibilité très différentes de ce qu'est le temps et la prévisibilité industrielle. Et c'est finalement, je crois, ce conflit entre le temps financier et le temps industriel qui est à l'origine de beaucoup de nos problèmes. Alors parlons justement de cette notion du temps. Vous, René Ricol, ce que vous dénoncez, c'est cette culture du court-termisme que vous trouvez absurde. Oui, mais je crois que Bertrand vient d'en parler. Entre le temps industriel et le temps financier, il y a un écart. Un investissement industriel, on en connaît la rentabilité plusieurs années plus tard. Ce sont des investissements de longue durée. C'est d'ailleurs pour ça qu'on dit que trouver des managers dans le monde industriel est une chose difficile, parce qu'il ne faut pas que ces gens se trompent. On ne saura que des années après s'ils ont pris le bon virage ou pas. Regardez toutes les discussions aujourd'hui autour de l'automobile, les paris incroyables qui sont faits. Est-ce que la voiture électrique est un véhicule réel pour demain, ou est-ce que c'est le pari que commence à faire Mercedes avec l'hydrogène? Ce sont des enjeux formidables dont on ne connaît le résultat que plusieurs années plus tard. Et puis vous avez dans le même temps des activités qui vous rapportent des sommes folles en quelques jours, quelques heures. Aujourd'hui, nous avons les transactions de fréquence, plus de 1000 transactions à la seconde. 1000 transactions à la seconde, vous imaginez. Et donc évidemment, ces deux cultures s'entrechoquent. Alors si je fais simple, je crois qu'il y a une appétence naturelle à gagner plutôt vite de l'argent que moins vite. Du coup, on a vu cette idée folle qui est à l'origine de la crise actuelle, de l'industrie financière. L'industrie, moi je sais ce que c'est. J'ai beaucoup d'admiration comme comptable. Moi je suis un comptable. Beaucoup d'admiration pour les industriels. J'ai vu ces calculs-là et je vois bien comment les choses se font. La valeur ajoutée, elle se fait dans l'industrie. Parce qu'on prend des matériaux différents, on prend de l'ingénierie, on prend du savoir-faire et puis on sort un produit. M'expliquer, pour faire simple, que si je prends 2 euros et que je les émets avec 2 autres euros et que ça va m'en faire 5, ça je vous le dis tout de suite, ça ne marche pas. Donc l'industrie financière, le simple terme d'industrie financière est une fiction. Mais c'est parce qu'on a cru à l'industrie financière que subitement on s'est dit tout va très bien. Et à partir de là, on peut tout expliquer. On a considéré normal d'avoir des rendements sur capitaux propres de l'ordre de 15% dans l'industrie financière. Trouvez-moi une seule industrie dans laquelle on a des rendements sur capitaux propres de l'ordre de 15%. Vous voyez, c'est hors du monde. Donc je crois que c'est là que les choses se sont passées. C'est une appétence pour l'argent rapide et l'argent facile, qui a été accélérée, je le dis rapidement, parce que on oublie l'histoire, qui a été accélérée à un moment donné par la volonté d'un président américain qui est Bill Clinton. Bill Clinton, quand il est élu, il a un problème majeur qui est le problème des fonds de retraite complémentaires des salariés américains qui sont en mauvais état. Et beaucoup de ces fonds sont investis en actions. Et c'est à ce moment-là qu'il se dit, il faudrait quand même, parce qu'on lui dit ces sociétés ne représentent pas leur vraie valeur, c'est juste, comme d'ailleurs il serait juste de dire aujourd'hui en France que beaucoup de nos sociétés cotées ne sont pas cotées à leur vraie valeur, et il dit il faut donc que
ces valeurs apparaissent. Et c'est là où une révolution se fait entre deux générations. Et comme certains d'entre vous ici, j'ai été élevé avec l'idée que c'était pas idiot de plutôt surprovisionner. Et j'ai le souvenir d'avoir fait des opérations quand Bertrand était patron de son groupe. Je peux vous dire qu'il n'hésitait pas à provisionner quand il le fallait. Aujourd'hui, surprovisionner est un crime. Vous cachez du résultat. Il faut donc faire sortir tous les résultats. Et en faire sortir tous les résultats et trop de résultats, oui, il n'y a qu'un pas qui est difficile à franchir. Et en réalité, comme toujours partant d'une bonne idée, qui est en réalité de permettre à des retraités d'avoir la meilleure retraite possible, on a changé toutes les règles. Et c'est comme ça qu'avant qu'on ne parle et qu'on ne critique les normes comptables internationales, les normes comptables américaines, qui sont, je le rappelle, directement sous le contrôle du président des États-Unis, puisque en réalité c'est lui qui nomme lui-même le président du FASB, lequel est sous le contrôle direct du président de la SEC américaine. Donc les choses sont claires, et c'est là où on a vu des règles changer, et ces règles ont changé de 3 manières, qui sont spectaculaires. La première, on a changé les règles de façon à externaliser les résultats. La seconde, c'est qu'on a mis au point à ce moment-là les stock options d'une manière industrielle, c'est-à-dire qu'on a poussé à cette vision très court-termiste pour le chef d'entreprise, qui consiste à être très intéressé par la variation du cours, deuxième élément. Et troisième élément, qui est passé à peu près inaperçu mais spectaculaire, les banques ont changé leur contrat de crédit et ont introduit dans les crédits pour les grandes sociétés ce qu'on appelait les covenants, qui est un joli nom. Mais dans les covenants, vous avez toujours un petit paragraphe qui est spectaculaire et qui dit que si votre cours de bourse baisse, vous allez devoir payer une petite pénalité et que s'il baisse encore plus, à un moment donné, vous allez être en état de régler la totalité de votre créance. Juste quelque chose dans votre coin de votre mémoire. Quand on a parlé de Vivendi, vous vous rappelez toute cette histoire autour de Vivendi? Eh bien, Vivendi, fondamentalement, c'est ça. C'est ce que je vous raconte. C'est-à-dire que c'est un dirigeant qui, d'une façon surprenante, décide de passer de l'eau au cinéma, ce qui est évidemment très surprenant, mais après tout, pourquoi pas. Mais c'est surprenant. Et qui, du coup, pour gérer cette évolution-là, s'endette dans des conditions considérables, mais le cash flow permet de faire face, sauf que, évidemment, les investisseurs ont un petit choc quand même, il faut se mettre à leur place. On a un leader mondial de l'eau qui dit, je veux dire leader mondial de la musique et du cinéma. On peut comprendre qu'ils aient un petit coup, quoi, là-bas. Donc, ils ne croient pas trop à cette stratégie. Le cours commence à baisser. On parle de perte de confiance. On dit, du coup, du côté des banques, bah, c'est gentil ce qui vous arrive, mais vos intérêts à payer vont s'élever. Donc, on réduit encore le compte d'exploitation. Il y a à ce moment-là un profit warning, c'est la règle de la bourse. Et là, les choses s'emballent. Et on dit, ah non, c'est fini, vous êtes à un cours de bourse qui a tellement baissé que maintenant, vous devez tout nous rembourser. Vous voyez, 3 manières de passer en réalité sur un court-termisme accéléré. Bertrand Collomb, j'aimerais qu'on revienne sur qu'est-ce qui s'est passé au fond, qu'est-ce qui a changé, si on regarde ces 20 dernières années, en matière de pression, justement, des chiffres sur un dirigeant d'un groupe industriel comme le vôtre. Ça a beaucoup changé, mais avant de dire ça, je voudrais dire quand même que ce qui s'est passé aux États-Unis, et ce que René Ricol a bien expliqué, c'était aussi à partir d'une situation où il y avait un certain confort entre les managements des entreprises américaines et leurs syndicats, avant Reagan, qui, disons, n'étaient pas d'une efficacité extraordinaire. Donc je crois qu'on a péché à un certain moment par absence de concurrence et de drive et du coup, ça a entraîné ces réactions des actionnaires. Et alors je dirais, puisqu'on est à l'IAE, que les stock options, elles ont aussi été inventées par des économistes et des professeurs de management qui ont dit, ces cochons de dirigeants, ils se préoccupent beaucoup trop de l'entreprise et pas assez des actionnaires. Alors si on leur donne des options, ils vont peut-être se préoccuper un peu plus des actionnaires. Et ça a très bien marché. Parce qu'effectivement, ils se sont mis à se préoccuper énormément des actionnaires. Et surtout, ils se sont mis à se préoccuper des actionnaires dans le court terme. Parce que les options américaines, à l'inverse des options françaises, vous pouviez exercer vos options et vendre vos titres le même jour, un jour où l'action atteignait un sommet. Vous aviez touché le jackpot et après, bon, il se passait ce qui se passait. Bon, mais qu'est-ce qui a fait cette pression? Encore une fois, si vous voulez, c'est les mécanismes que René Ricol a expliqués qui ont eu ensuite une contagion mondiale. Et en particulier, disons, il y a plusieurs phénomènes. Il y a le problème de la valeur de l'entreprise est traduit par les normes comptables.
Bon, les normes comptables permettent de savoir quel est le profit que fait l'entreprise. Alors, on a une façon simple, ce qui est de mesurer le cash flow, ce qui rentre dans la caisse. Ça, c'est relativement simple, ça ne pose pas de problème. Mais c'est généralement pas suffisant quand même, parce qu'on achète des actifs, on vend des actifs, il y a des changements de paramètres des valeurs d'actifs, etc. Alors, comment on fait pour combiner le cash flow, c'est-à-dire l'activité de l'entreprise, l'activité opérationnelle de l'entreprise, avec ces facteurs de valorisation de l'activité de l'entreprise? Et là, il y a plusieurs approches. Il y a celle des industriels qui ont tendance à dire « Moi, ça ne m'intéresse pas de suivre la variation de mes valeurs. C'est pas parce que le cours du dollar a baissé ou monté que ça a changé fondamentalement mon activité, ou c'est pas parce que le taux d'intérêt monte. Bon, si je paye des obligations qui sont anciennes, bah, c'est toujours la même chose. » Alors, on tend à négliger ça, et puis vous avez les investisseurs qui disent « Mais pas du tout. D'abord, si vous avez à rembourser en dollars, vous serez bien obligé de rembourser en dollars. Si le dollar est plus cher, ben, il faut en tenir compte. Si les taux d'intérêt ont baissé et que vous payez encore des taux d'intérêt élevés sur des anciennes obligations, ça m'intéresse de faire la différence. » Et donc, on aboutit à un débat sur comment on valorise les actifs. Et quand on pousse à l'extrême, et les investisseurs américains nous ont amenés à pousser à l'extrême, on fait ce qu'on appelle le mark-to-market, c'est-à-dire que dans le fond, on considère l'entreprise comme une collection d'actifs dont on mesure la valeur de marché, comme si on vendait tout au 1er janvier et au 31 décembre. Et le profit de l'entreprise, ben, c'est la différence entre la valeur du 31 décembre et la valeur du 1er janvier. Il est évident que ça, c'est complètement volatile, c'est complètement sans relation avec l'activité de fond de l'entreprise, et c'est complètement court terme. D'où les grandes controverses. J'ai été, pour la punition de mes péchés, un trustee de la fondation qui développe les normes comptables internationales. C'est très bien comme objectif de développer les normes comptables internationales, mais je me suis retrouvé pris dans ce dilemme, dans cette difficulté entre des investisseurs qui ont un point de vue, des entreprises qui ont un autre point de vue, des Européens qui voudraient éviter la volatilité excessive de tout ça en faisant des espèces de régularisation, comme le disait René Ricol, pas dégager trop de tout le résultat, peut-être en garder un petit peu, etc. Bon. Et des investisseurs qui n'ont aucune confiance dans ce que font les entreprises. Or, vous savez qu'en économie, on le dit depuis longtemps, c'est la confiance. L'économie libérale est fondée sur la confiance. S'il n'y a plus de confiance, si on veut absolument aller à une transparence totale sur combien vaut hic et nunc qu'une entreprise sans se préoccuper de savoir qu'elle en fait, elle travaille sur 20 ans et que ce qu'elle vaut aujourd'hui, si c'est 10% de moins qu'il y a un mois, so what, hein, elle n'est pas à vendre, etc. Donc tout ça aboutit à ce court-termisme de la valeur, ce fait que le chiffre n'est pas simplement un chiffre relié à l'activité industrielle de l'entreprise, mais un chiffre relié à des tas d'événements financiers qui sont, dans certains cas, assez loin de l'entreprise, que l'entreprise doit assumer, mais que les équipes de l'entreprise ne peuvent pas comprendre. D'où cette difficulté qui est un grand écart entre la vision de l'entreprise par les actionnaires et la vision d'entreprise par l'intérieur. René Ricol, est-ce que vous partagez ce point de vue de Bertrand Collomb d'un certain diktat du cours de bourse, au fond? Oui, le cours de bourse, si vous voulez, c'est un... J'ai le souvenir d'avoir une fois défendu Jean-Luc Lagardère devant les tribunaux. Et souvenir qui était tout à fait extraordinaire parce que une expertise, une contre-expertise qui me paraissait nécessaire, et je disais qu'une des raisons qui m'amenait à le défendre, c'est le fait que Jean-Luc Lagardère est un des rares dirigeants qui n'ait jamais eu de stock option, c'est-à-dire que son nombre d'actions n'a jamais varié entre le moment où il a démarré et après. Je me rappelle que le président de la Cour me dit, mais que quand même, normalement, une bonne rémunération de dirigeants, ça se fait avec des stock options. Je vais vous dire, au nom de la profession comptable, dans son ensemble, que nous ne sommes pas favorables au développement outrancier tel qu'il est en train de se faire des stock options. Nous sommes même tout à fait contre. Nous sommes pour intéresser les managers, nous sommes tout à fait pour le fait qu'ils soient bien rémunérés, parce que c'est très compliqué de manager un grand groupe, mais l'importance donnée aux stock options est quelque chose de fou. Et comme le dit Bertrand très justement, on a eu d'abord le démarrage aux États-Unis absolument spectaculaire avec des outrances folles, mais il faut bien dire que dans les pays qui à chaque fois suivent,
La France adore suivre. Et on a connu plusieurs périodes de stock option. Et à un moment donné, c'est devenu absolument déraisonnable. Alors aujourd'hui, maintenant, tout le monde revient sur les stock options. Ça a un intérêt. C'était un critère de rémunération parmi d'autres. Mais si on reste une seconde simplement sur ce sujet, je vais quand même rappeler que les chiffres, c'est essentiel. Voilà. Il n'y aurait pas de gestion d'entreprise sans chiffres. Il n'y aurait pas de progrès scientifique sans chiffres. Il n'y aurait pas d'ailleurs de solidarité nationale sans chiffres. S'il n'y avait pas de chiffres, on ne pourrait pas contribuer les uns et les autres à la vie de notre pays, à payer ses infrastructures. Donc il faut des chiffres. Donc ce que nous sommes en train de dire en réalité, quand on fait le titre dans son ensemble, l'entreprise déshumanisée, diktat du chiffre, c'est la culture du court terme. Je vais prendre un exemple. Quand j'étais médiateur du crédit, je me suis rendu compte assez rapidement que il y avait, en dehors du problème des banques, un autre problème qui était celui des assureurs crédits, qui d'ailleurs était plus grave que celui des banques. Parce que les assureurs crédits, en réalité, sont des gens, vous avez eu les grandes agences américaines qui ont eu des problèmes dramatiques, sont des gens qui donnent une garantie à 100% pour une cotisation très faible, en ayant eux-mêmes des capitaux très faibles. Si on avait regardé les chiffres convenablement, on aurait su que ces gens étaient gravement procycliques. C'est-à-dire que dès que ça commence à secouer un peu dans l'économie, ils arrêtent de garantir les fournisseurs de leurs clients. Et donc immédiatement, les clients étant obligés de payer immédiatement et cash les produits qu'on leur livre, se retournent vers leur banque. Donc on nous disait il y a un problème avec les banques. Il y avait avant ça un problème avec les assureurs crédits. Deuxième exemple, très surprenant. On découvre assez rapidement qu'il y a un problème dramatique avec les grands groupes. Alors, les grands groupes, je passe ma vie avec eux. Donc je discute avec un ensemble d'amis, patrons de grands groupes, qui me disent, moi, écoute, je suis assez loin de ces sujets. Alors je dis, mais ça t'ennuie si je vois tes directeurs achats. Et un jour, je convoque tous les directeurs achats de tous les grands groupes. Et je découvre avec stupeur des gens tout à fait au courant de la situation. Et me disant, en réalité, on est au courant du problème de ces entreprises qu'on voudrait défendre, mais on a la direction financière. Voilà. Et je découvre là une forme de diktat du chiffre qui déshumanise l'entreprise dans ses relations avec l'environnement. C'est-à-dire que je découvre des grands groupes qui, sans que, parce qu'il ne va pas le regarder de près, sans que le président ou le directeur général soit vraiment au courant, avec des acheteurs qui ne sont pas les mauvais bougres tels qu'on veut les présenter, au contraire plutôt soucieux de ce qui est en train de se passer, se disant à la fin c'est nous qui serons les victimes collatérales de tout ça. Et je découvre qu'il y a des directions financières qui imposent des ratios comme ça. Et dans les ratios, je découvre un truc fou, c'est que dans certains groupes on dit à n'importe quel fournisseur, écoutez, il faut qu'en tout cas les 2 tiers viennent de France, mais qu'un tiers soit délocalisé. Pourquoi? On ne sait pas. Des critères sont faits comme ça. On a signé, à l'initiative de Christine Lagarde, très vite, on a signé un très grand nombre de conventions de comportement avec les grands groupes. Et dans le même temps, j'ai proposé qu'on crée un médiateur des relations interentreprises, en fait, entre les grandes et les petites. Le résultat, c'était fait par Jean-Claude Vollot, le résultat était spectaculaire. Parce qu'en réalité, l'entreprise était devenue déshumaine parce qu'il n'y avait plus que le chiffre. Et vous découvriez qu'entre la PME, l'acheteur du grand groupe, le patron de la petite boîte, celui de la grande, il y avait quelqu'un qu'on avait oublié, c'était la direction financière, qui imposait des critères, et des critères qui, dans certains cas, confinaient à l'absurde. Voilà. Ce qui veut donc dire que, quand je parle ici à l'IAE, c'est-à-dire un endroit où on forme des experts comptables et des directeurs financiers, des managers de demain, ça veut dire que dans notre fonction de gens du chiffre, il ne faut pas non plus qu'on le cultive de telle manière qu'on casse l'environnement. Quand Lafarge, pour prendre un exemple que Bertrand connaît mieux que moi, donc toujours facile de parler, parce qu'on sait que si on dit une bêtise, on va être contrôlé. Quand Lafarge, dont j'ai été autrefois, il y a très longtemps, le commissaire aux comptes, quand j'ai vu le développement de Lafarge avait un souci permanent de la relation avec ses sous-traitants. Vous ne bâtissez pas un groupe durable sans protéger vos fournisseurs essentiels. Et vous avez un ensemble de groupes qui ont sombré, parce qu'en réalité, ils ont tellement étranglé leurs fournisseurs que leurs fournisseurs ont disparu. C'est le savoir-faire de l'entreprise qui a disparu. Un dernier mot. Ça a créé la mode de la délocalisation. On a délocalisé pour les coûts. Je voudrais vous dire avec une certitude qui revient maintenant de 35 ans de pratique. Une bonne délocalisation, c'est une délocalisation qui a pour objet d'attaquer un marché nouveau.
Si vous vendez des voitures, c'est assez logique, si vous voulez aller vendre des voitures au Brésil, que vous créez quelques usines au Brésil. Parce que les Brésiliens, ils souhaitent d'abord avoir des marques qui soient proches d'eux, puis c'est assez normal qu'ils disent, pour acheter vos voitures, on aimerait bien aussi qu'il y ait un peu de production. Mais ne faire de la délocalisation que pour des avantages de coût, il est rarissime qu'on ait on a fait des études très importantes pour essayer de voir quel était le véritable avantage. Il est rarissime que l'entreprise en tire un bénéfice de court terme, voire même de long terme. Ça pose beaucoup de problèmes, des problèmes d'ailleurs de garantie. Quand il y a un problème avec quelque chose qui était mal manufacturé, c'est compliqué. Il faut faire revenir les éléments d'Asie ou d'Inde. Deuxièmement, vous créez vos compétiteurs de demain. Il y a une forme d'ailleurs de mépris dans la délocalisation pour les coûts. On pense que ceux auxquels on va déléguer des petites tâches, on pense qu'ils sont tellement imbéciles qu'ils n'arriveront pas à faire la même chose que vous. C'est une erreur. On est en train de voir aujourd'hui combien ça coûte. Voilà, on a vu des gens se développer. Donc vous voyez, ce qu'on est en train de se dire, c'est que le chiffre est nécessaire, mais c'est qu'en réalité, l'entreprise, c'est un être moral. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui vit. Et ce qu'il y a d'important, ce que j'entends dans ce que dit Bertrand, c'est qu'il faut regarder l'intérêt de l'entreprise et non pas l'intérêt du résultat. Et l'intérêt de l'entreprise, il existe, je dirais presque, indépendamment de ses salariés, de ses actionnaires, de ses fournisseurs et de ses clients. C'est de faire durer l'entreprise, d'assurer sa durée, de lui permettre de continuer à vivre. Et ça, c'est l'intérêt d'actionnaires de long terme, c'est l'intérêt des salariés, et du coup, c'est l'intérêt des gens qui sont autour de l'entreprise. On est venu sur une vision trop court-termiste. Bertrand Collomb, j'aimerais qu'on parle un petit peu de la stratégie industrielle. Parce qu'on parle de chiffres, beaucoup, on a parlé de ce diktat du cours de bourse, mais quand on fait de la stratégie industrielle, ce qui est compliqué, c'est de poser un chiffre sur une prévision dont, par essence, on ne sait pas quel sera le chiffre. Voilà. Oui, tout le monde nous dit on est dans un monde incertain, il est très difficile de savoir ce qui se passera dans 6 mois. Et en même temps, ce qui est assez drôle, c'est que quand vous faites un projet d'investissement et quand vous faites surtout un dossier de financement bancaire, on vous demande de faire des projections sur 15 ans, de préférence avec 2 décimales. Alors c'est un paradoxe auquel j'ai jamais trouvé de solution, parce que j'ai essayé de demander à mes collaborateurs de faire des plans stratégiques sans chiffres. Mais là, c'est n'importe quoi. Parce qu'effectivement, si vous n'avez pas de chiffres, vous n'avez pas de contrôle de vraisemblance de ce qu'on envisage. Or, il faut quand même que vos plans stratégiques soient assis sur un espèce de modèle simplifié qui vous montre bien que ça... Et du coup, alors, quand on leur dit bah, mettez quelques chiffres, vous retrouvez le développement sur 10 ans avec 2 décimales. Quand vous leur demandez de faire des scénarios, parce que vous dites bah, l'avenir, après tout, n'est pas certain, donc essayons de voir dans différents avenirs ce qui peut se passer. Finalement, les gens vous font un scénario central, et puis un scénario optimiste, un scénario pessimiste, les 2 scénarios mauvais et bons, n'ayant comme objectif que de conforter le scénario central. Et donc finalement, tout le monde juge sur le scénario central. Donc c'est pas commode. Certaines des décisions stratégiques qu'on a prises dans l'entreprise ont été prises sur très peu de chiffres. Par exemple, quand il a fallu aller en Chine ou en Allemagne de l'Est, mais sur une idée qu'il y avait un intérêt stratégique majeur, et puis après qu'évidemment, qu'on pourrait, disons, nuancer ce qu'on ferait, ou l'infléchir, ou l'adapter en fonction des réalités telles qu'elles se passeraient. Mais je crois que dans l'usage du chiffre actuel, un des problèmes importants, c'est pas simplement le court-termisme, c'est l'idée que les analystes financiers ont imposée qu'on doit éliminer le risque. C'est une idée assez profonde et très perverse, parce que cette idée qu'on peut maintenant éliminer le risque, c'est celle qui a mené à la crise financière de 2008. Mais dans le cas des entreprises, ça veut dire qu'on vous demande de prévoir vos résultats à 3 mois, à 6 mois ou à 9 mois, et si vous déviez de 2%, on vous massacre. Alors ça, c'est une façon, une sorte de court-termisme, avec l'idée, quelqu'un qui ne prévoit pas son résultat dans 3 mois avec à 1% ou 2% près, c'est quelqu'un qui ne sait pas manager son entreprise. Or, c'est dans beaucoup de cas absurde. C'est absurde de penser qu'on puisse prévoir un résultat à 3 ou 6 mois, ou a fortiori 1 an, à quelques pourcents près. Alors ça amène à des comportements pervers.
ça amène à être timide, à ne faire que des choses qui soient assurées, ou ça amène à prendre des primes d'assurance, et c'est le développement de tous les produits dérivés, qui vous permettent de vous assurer en quelque sorte contre tel risque. Mais à force de vous assurer contre la variation du dollar, contre machin, etc., vous vivez dans un univers qui est de plus en plus financiarisé. Et puis finalement, en fait, tout ça, je crois qu'un des grands problèmes qu'on a dans cette appréciation du temps industriel et du temps financier, ou de la pression financière sur industriel, c'est ce que disait René Ricol tout à l'heure, c'est quand on est dans une économie où il est beaucoup plus facile de gagner de l'argent par la transaction, en achetant et en revendant, à la milliseconde, à la journée ou à 3 mois, que dans l'investissement, forcément il y a un décalage. Et ça, malheureusement, on a vécu pendant depuis une dizaine d'années, dans une économie où la transaction rapporte beaucoup plus que l'investissement. Alors ça a toujours été vrai jusqu'à un certain point. Rothschild a fait beaucoup d'argent parce qu'ils ont appris les premiers la défaite de Napoléon à Waterloo. Donc l'aspect spéculatif a toujours existé dans la vie financière. Mais le positionnement relatif de la spéculation et de l'investissement avait beaucoup changé au cours des 10 dernières années. Et c'est ça qu'il faudrait arriver à rétablir, et ça, c'est pas facile. René Ricol, quand on parle de prévision, justement, et de cette volonté, peut-être, des marchés financiers d'annihiler le risque, j'aimerais que vous me parliez un tout petit peu de l'exemple d'AXA et de la manière dont ils procédaient par rapport à leur cours de bourse. Ça montre que ce garçon a tout à fait retenu la discussion qu'on a eue pour préparer ce débat. Et donc, je vais lui répondre doublement. Non, je lui disais que Claude Bébéar m'avait toujours impressionné dans les choix qu'il avait faits. Bertrand le connaît comment, on a eu des débats tous les trois à un moment où avec Claude on titillait Bertrand parce qu'il était justement chez Trustees de la fondation de l'ISB des normes comptables. Alors un jour on était en forme, on était 3 autour de la table, alors le pauvre Bertrand qui faisait tout ce qu'il pouvait pour les tenir dans le droit chemin, et nous on était Claude Bébéar, on parlait du court-termisme, mais on avait en fait tous les 3 la même vision. Claude Bébéar, c'est un succès inouï. Voilà quelqu'un qui prend quelques petites mutuelles et qui fait le plus grand groupe d'assurance mondiale, c'est quand même quelque chose de spectaculaire. Eh bien Claude explique exactement quelque chose que vient de dire Bertrand. Il dit qu'il a pris des décisions stratégiques qui n'étaient fondées sur aucun chiffre, mais sur la certitude qu'il fallait faire, que généralement son cours s'est effondré après, qu'il s'en moquait complètement, et à la sortie, ça donnait un très grand groupe. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut faire n'importe quoi. Mais en l'occurrence, je pense qu'il l'a démontré à plusieurs reprises. Je voudrais aller un tout petit peu plus loin sur ce que disait Bertrand. Moi, j'ai commencé ma vie comme expert comptable, comme commissaire aux comptes. Alors je reconnais qu'au bout de quelques temps, je suis un peu ennuyé parce qu'aller contrôler les autres, c'est pas toujours très drôle. Donc je préférais être... C'est une bonne formation, mademoiselle, je vous le dis, je vois que vous souriez, mais non, il faut le faire un peu, c'est une bonne formation. Puis après, il faut faire autre chose. Et aujourd'hui, en réalité, nous sommes une banque conseil un peu particulière, qui a des manières de fonctionner qui se démarquent des autres, qui essayent d'éviter les successifs, parce qu'on veut être indépendant quand on conseille nos clients, donc voilà, mais enfin, on fait ce métier-là. Alors j'ai régulièrement des réunions sur des dossiers compliqués, beaucoup de dossiers du CAC 40, et alors je vois arriver des jeunes associés formidables qui me disent le consensus des analystes financiers est... Et je leur dis, mais notre client ne va pas nous payer une fortune, ce qu'il nous paye, pour qu'on vive le consensus des analystes financiers. Il va nous demander ce qu'on pense vraiment par rapport à sa stratégie. Est-ce que ça vaut la peine de prendre un risque de long terme ou pas? Voilà, c'est ça ce qu'on nous demande. Et il y a une espèce de religion qui est la religion du consensus des analystes financiers. Alors, ce qui me sidère dans le consensus des analystes financiers, pour moi qui en emploie beaucoup d'analystes financiers, j'ai à peu près moitié d'analystes financiers, et non, je veux dire, j'ai un tiers d'analystes financiers, un tiers d'ingénieurs et un tiers de comptables expérimentés, d'anciens auditeurs. Voilà, c'est ça notre équilibre. C'est comme ça qu'on pense qu'on est le mieux armé pour conseiller nos clients. Et alors, ce qu'il y a de très intéressant, c'est que on a cette idée toujours que il y a le consensus. Le consensus, il se fait sur le futur. Vous assistez à des scénarios invraisemblables, de l'actualisation des cash flows futurs. Ça, je peux vous dire, après 35 ans d'expérience, que je vous sors un chiffre dans un ratio de 1 à 4, comme vous le voulez, et il est inattaquable au regard de l'AMF. Là, vraiment, je vous promets, on sait faire. Vous changez un peu le taux d'actualisation, vous prenez un WACC différent. Enfin, ça, franchement, on s'amuse. Hein, voilà, donc, bon. Mais alors, personne ne regarde le passé.
C'est un truc inouï. En réalité, moi, quand je rentre quelque part, je regarde quand je me fais l'idée d'un dirigeant. Vous savez, moi, je trouve que mon avenir, c'est la qualité des dirigeants des entreprises que je conseille. Donc, j'ai tendance à regarder ce qu'il a fait ou ce qu'elle a fait les années précédentes. C'est comme ça que je me fais une opinion. Si je vois que tout s'est bien passé, que les crises nécessaires, parce qu'il y a toujours des crises, il ou elle les a surmontées, ça me donne plutôt confiance dans les stratégies d'avenir. Mais là, tout le monde s'en fout. Dans le consensus des analystes financiers, on ne regarde que l'avenir. Alors là, j'assiste désespéré à la disparition de l'intérêt de la comptabilité. C'est pas la peine d'aller sortir des chiffres, c'est pas la peine que tout le monde regarde les chiffres qu'on sort à chaque fin d'année, que les régulateurs soient là en train de les examiner, parce qu'en réalité, les analystes financiers s'en foutent. Ils regardent quel est l'avenir. Et on actualise des cash flows futurs, donc franchement, je voudrais vous dire que, sauf à lire dans le Mar de Café, ou à devenir Madame Irma, ou à être capable de faire fortune en prédisant l'avenir, si c'est le cas, il ne faut pas hésiter. Moi, je suis preneur, on est tous preneurs, et on y va. Mais enfin, franchement, c'est assez surprenant, voilà. Autrement dit, c'est comme si on coupait l'entreprise de son passé. Une entreprise, en réalité, elle a un passé. Et c'est parce qu'elle a un passé qu'elle a un futur. Et ce qui me frappe dans le monde de la finance, c'est comme si elle n'avait pas de passé. Et donc, évidemment, si elle n'a pas de passé, son futur est assez court. Et donc, on est dans le vraiment court-termisme. Bienvenue sur RCF. Si vous nous rejoignez, nous avons installé aujourd'hui nos studios à l'IAE de Lyon dans le cadre des débats autrement organisés par le magazine Acteurs de l'économie pour un débat exceptionnel entre Bertrand Collomb, président d'honneur de Lafarge et membre de l'Institut de France, et René Ricol, président de Ricol Lasteyrie et ancien médiateur du Crédit. Dictature du chiffre, l'entreprise déshumanisée. Voilà la question que nous nous posons aujourd'hui. Bertrand Collomb, quand on parle d'entreprise déshumanisée et de dictature du chiffre, on pense aux gens, vous en avez déjà parlé, aux gens qui travaillent dans une entreprise, et on pense en particulier au culte de la performance. Voilà, c'est quelque chose dont on parle beaucoup, la performance. J'aimerais qu'on parle un peu de management, parce que là, on a beaucoup parlé de finance, de marché, dictate du cours de bourse, mais ce culte de la performance, est-ce qu'il a aussi des effets pervers ? Écoutez, moi je vais quand même défendre la performance. Encore une fois, l'entreprise n'est pas une société de bienfaisance, l'entreprise est ordonnée à l'efficacité et au principe de réalité. Je me rappelle une fois, si vous voulez, j'ai essayé de persuader à l'intérieur de l'entreprise que le retour sur investissement était le critère pertinent. Donc il ne suffisait pas d'augmenter notre résultat, on augmentait notre résultat, c'était très bien, mais si on augmentait notre résultat de 50% alors qu'on avait doublé nos actifs et nos investissements, on n'avait pas amélioré les résultats de l'entreprise. Et j'étais donc dans une session sur ce sujet, et il y a un jeune ingénieur qui me dit « Oui, mais enfin, écoutez, moi, quand je viens au boulot le matin, c'est pas pour augmenter le retour sur fonds propres ou le retour sur investissement de l'entreprise. C'est parce que j'ai une équipe avec laquelle on va faire des choses importantes, difficiles, on a des défis, on fait ça dans une ambiance sympathique et on travaille ensemble avec convivialité. » Je lui dis « Oui, bien sûr, mais votre problème est le mien, c'est qu'il faut que vous fassiez tout ça et qu'en même temps, vous créiez de la valeur pour l'entreprise. Donc la performance, je crois que c'est absolument indispensable. » Alors maintenant, tout le monde sait que quand on donne des objectifs aux gens, il y a des expériences psychologiques qui sont très simples. Si vous donnez aux gens des objectifs difficiles, ça les tend et ça les conduit à faire des choses qu'ils ne feraient pas autrement. Moi, je peux vous dire que, par exemple, dans un certain moment de crise, les gens de notre branche plâtre, le prix de vente de la plaque de plâtre a baissé de moitié. Eh bien, j'ai été très surpris, mais en 3 mois, ils ont réussi à baisser le coût, non pas de 50%, mais de 30%. Ils n'auraient jamais fait ça s'il n'y avait pas eu une forte incitation. Donc l'incitation, elle est indispensable. L'entreprise qui n'a pas de pression, qui n'a pas de concurrence, qui n'a pas d'incitation, elle s'endort. Nous sommes tous des hommes et des femmes, et finalement, si on n'a pas une forte incitation à faire le mieux possible, on trouvera que ce qu'on fait est suffisant. Mais on sait aussi que si l'incitation, si l'objectif est trop tendu, et qui commence à apparaître comme impossible, ça entraîne une démotivation complète. Donc, il faut simplement, là on est encore entre le court terme et le long terme, parce que augmenter le retour sur investissement de l'entreprise, je sais faire, il suffit d'arrêter les investissements. À ce moment-là, vous amortissez les actifs
dont la valeur baisse, vous continuez à faire le même résultat et vous augmentez le return. Mais vous savez bien que ça ne durera pas. Donc, la performance, il faut l'avoir dans une optique de moyen terme et de long terme. Et si vous la voyez dans cette optique-là, vous ne ferez pas de bêtises et il n'y a pas de trop de performance. La seule chose, c'est que c'est la même chose qu'avec les acheteurs dont parlait René Ricol tout à l'heure. Si vous massacrez vos fournisseurs à court terme, c'est très bien. Mais vous savez qu'à moyen terme, ça ne marche pas. Donc, tout, je crois, est dans une appréciation, un équilibre entre ce que vous pouvez gagner à court terme en faisant quelque chose qui va satisfaire la demande qui vous a été faite et les effets à long terme. Alors, il faut qu'il y ait dans l'entreprise un dialogue sur les résultats et les objectifs, qui soit un dialogue raisonnable, mais tendu. Moi, je ne crois pas à l'entreprise où il n'y aurait aucune pression, où il n'y aurait aucune tension. Quand il n'y a pas de tension, ça veut dire qu'on dort. Donc, je crois à l'entreprise où il y a une tension raisonnable sur des objectifs de moyen terme et avec des gens qui comprennent ce qu'ils font, qui ne font pas les choses simplement parce qu'on leur a dit de le faire ou simplement parce qu'il y a un chiffre qu'il faut atteindre, mais qui comprennent bien que oui, il y a un objectif, que cet objectif on le construit sur la durée et c'est un objectif de performance. Mais donc, je défends la performance, mais dans ce contexte-là. René Ricol, comment gérer cette tension justement? Jusqu'où les chiffres là vous prenez d'ailleurs pour une entreprise en tant que commissaire aux comptes ou quand vous ancien commissaire aux comptes. Je suis bien incapable de faire une seule mission aujourd'hui. Où est la ligne rouge d'une performance qui a des effets pervers? Non mais je crois que je vais répéter ce que vient de dire Bertrand, donc c'est pas très utile. On peut rien faire sans les chiffres. D'abord les chiffres, ça permet de faire un constat de départ. C'est pour ça qu'il faut faire des situations périodiques. Parce qu'on n'a jamais battu un avenir sur un mensonge. J'ai le souvenir, quand j'étais à Lyon, jeune stagiaire d'expertise comptable, que mon maître de stage m'avait envoyé chez un de ses clients, qui avait une activité de concession automobile, et enfin, franchement, on était en état de coma dépassé, quoi. Le dépôt de bilan s'imposait. Bon. Mais pendant le déjeuner, avec un peu de Bourgogne et de Nantes, Beaujolais, tout allait mieux. Au moment du plat principal, l'avenir était devenu assez facile et au dessert, on rachetait le concurrent. Bon, enfin, évidemment, le lendemain matin, le dépôt de bilan s'imposait toujours. Donc, j'ai toujours gardé ce souvenir formidable. Et il faut des chiffres pour faire un constat de situation, parce qu'on ne bâtit jamais un avenir sur du mensonge. Le danger du faux bilan, c'est pas qu'il soit faux. Le danger du faux bilan, c'est que le chef d'entreprise qui fait un faux bilan, après, il croit que c'est la vérité. C'est ça la réalité. Et donc, il faut d'abord partir d'une base qui soit juste. C'est pour ça que je revendique l'intérêt de l'historique et de faire des points périodiques pour savoir ce qu'il en est. Et qu'une formation merveilleuse au management, c'est quand même d'être capable ou de faire ou de comprendre des chiffres vrais et leur nécessité. Et puis ensuite, il faut des chiffres toujours. J'ai dit tout à l'heure en confidence que je suis très heureux d'être ici, puisque parmi les quelques fondateurs, il y a 2 personnes qui ont fondé l'IAE à Lyon, dont mon père. Et mon père disait toujours cette phrase permanente, tout finit toujours par se traduire par des francs. On dit aujourd'hui des euros, et je crois qu'il avait raison. Et donc on ne peut rien faire sans chiffres. La question, c'est qu'on ne dévie pas le chiffre. Et que le chiffre, il soit sur des objectifs de performance à moyen et long terme. Le chiffre, c'est aussi le moyen de répartir les fruits de la performance entre les salariés, les actionnaires. Donc on a besoin de chiffres. Ce n'est pas un ennemi, le chiffre. C'est une aide. Et au bout du bout, c'est une aide qui sera toujours présente d'une manière ou de l'autre. Améliorer un climat social, ça peut aussi vouloir dire... je ne vais pas reprendre les cours que mon père faisait ici ou à Centrale, mais j'ai relisé l'autre jour. Et je veux dire, on voit bien que participe d'un climat social aussi un ensemble de manières de traiter les gens qui travaillent dans l'entreprise, d'éléments de confort, des conditions dans lesquelles ils vont pouvoir se restaurer à midi. Tout ça se traduit au bout du bout par des francs. C'est aussi une manière positive de voir le chiffre. Non, ce qu'on a en tête, je pense aussi bien Bertrand que moi, c'est qu'en réalité, il y a des gens qui ont pensé que le chiffre pouvait fonctionner tout seul et sans l'appui de qui que ce soit. Voilà. En réalité, si vous voulez, la crise de 2008 est une crise très spectaculaire pour faire comprendre ce que je veux dire. Toutes les crises, depuis 1929 jusqu'à celle de 2000 incluse, où en 2000, j'étais à la tête de la profession et du chiffre pour le monde entier, donc j'étais le méchant, voilà, celui qui était à l'origine de la crise.
Mais en réalité, toutes ces crises, c'était des crises du surinvestissement. Regardez bien, la crise de 2000, c'est une crise sur la nouvelle économie. On a perdu 1500 milliards de dollars sur cette crise, pour les financiers, le marché financier. Mais le chiffre d'affaires aujourd'hui fait sur la nouvelle économie est bien plus considérable chaque année que ces 1500 milliards de dollars. La crise asiatique, c'était une crise du surinvestissement sur une zone géographique où tout le monde pensait, à juste titre, qu'elle allait être un lieu de croissance extraordinaire. Alors certains, ils sont allés trop fort, parce que justement, les analystes financiers avaient des consensus qui étaient un peu trop optimistes. C'était comme pour la nouvelle économie, où les boîtes, plus elles perdaient d'argent, plus elles cotaient en bourse. Donc les consensus étaient formidables, on ne regardait rien derrière, tout devant. Et il n'en reste que, on est sorti de ces crises avec la croissance économique. Et quand j'étais pendant l'IFAC, j'ai souvenir d'avoir été reçu par M. Greenspan. C'est impressionnant d'être à la réserve fédérale américaine, qu'on vous fait visiter avec les... Il n'y a plus d'or dedans, mais enfin avec les énormes coffres-forts. Et Greenspan m'expliquait qu'il n'y avait aucun doute, qu'on ne comprenait rien, parce qu'en réalité, la crise financière faisait partie des à-coups nécessaires pour la progression économique. Et c'était longtemps vrai, parce que c'était du surinvestissement. Il se trouve que la crise de 2008, qui en réalité a démarré bien plus tôt, mais comme le disait très justement Jean-Claude Trichet, personne n'osait le dire, parce que la terreur de chacun, c'était qu'en le disant, on allait dire c'est lui, les 10 ans, qui l'a déclenché. Donc celle qu'on voyait bien venir depuis 2006-2007, c'est une crise de la finance sur la finance. C'est une crise merveilleuse. C'est celle de la trésorerie optimisée. Vous alliez vous rappeler, c'était vrai pour chacun d'entre vous, alliez dans toutes ces boutiques qui vous disent qu'ils vont vous faire fructifier votre argent formidablement. Et on vous disait, on a une trésorerie optimisée formidable. Je raconte une histoire vraie. Moi, j'ai des règles de gestion, et notamment une des règles de gestion, c'est que dans le métier que je fais, on ne peut pas avoir de crédit bancaire. Il faut donc être toujours, alors pour le coup, en BFR négatif. Et donc, on a une trésorerie importante à placer. Et on avait voulu faire un essai avec des gens avec une trésorerie optimisée. Ils nous servaient du 8%. Ça a duré 1 mois et demi. Au bout d'1 mois et demi, j'ai dit, mon associé qui est directeur général, je lui ai dit, on va peut-être arrêter ce truc-là, parce que franchement, ça ne marche pas, quoi. Ça ne peut pas s'expliquer. Et donc, on les a fait venir, on a dit, vous nous remettez tout, là, c'est gentil, on va mettre ça sur des comptes à la banque, en dépôt, à vue, c'est très bien, c'est parfait. Et 9 mois plus tard, on s'est rendu compte que ça avait été le plus grand placeur de Madoff de France. Voilà. Donc, vous voyez, ça veut dire qu'il ne faut pas se raconter d'histoire. On a eu une crise de la finance sur la finance. Quand on dit, parce que les financiers, ils adorent donner un nom. Et par exemple, on a parlé d'Enron, crise d'Enron, comme c'est la crise, non, c'est la crise de l'économie. Mais on vous a parlé de la crise des subprimes. Enfin, c'est une fantaisie. C'est pas la crise des subprimes. C'est la crise de la déviation d'un ensemble d'outils financiers extrêmement efficaces qui étaient les prêts structurés, qui étaient les crédits structurés, qui étaient la titrisation, qui ont aidé au développement de l'économie des pays développés et des pays en voie de développement de façon formidable, et qu'on a dévié parce qu'à un moment donné, pour dire les choses simplement, les Américains ont décidé de ne plus contrôler leur masse monétaire. Comment les choses arrivent ? En 2000, après la crise de 2000, pour faire repartir l'économie, en réalité, les Américains continuent par leur banque centrale, il n'y en a pas qu'une, il n'y a pas que la Réserve fédérale, il y a aussi des banques par État, continuent à contrôler les banques de détail, un ensemble de banques. Mais pas les banques d'investissement, c'est-à-dire pas Goldman Sachs, pas Lehman Brothers, etc. Et pas non plus tous les brokers, ce que vous avez à tous les coins de rue aux États-Unis. Il y a 4000 petites banques, je dis, qui font office de banque. Là, ils ne les contrôlent plus. Et ces gens-là créent de la monnaie. Ils battent monnaie tous les jours. Il y a des sommes considérables qui sont prêtes à s'investir. Et du coup, on cherche ce qui peut le plus attirer le chaland. Et comment on fait pour créer une crise financière dont on ne sait plus comment sortir ? Je vous donne juste un petit exemple. On crée un petit produit sympathique qui s'appelle un produit CDO, un espèce de produit structuré qu'on appelle synthétique. Alors c'est joli comme nom, je trouve que c'est formidable. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que en même temps qu'on vous vend ce produit qui vous rapporte ce qu'il peut vous rapporter, c'est-à-dire 2 ou 3%, pour améliorer la rentabilité, on dit oui, mais on a à l'intérieur de ce produit, on a intégré un autre produit qui est de donner à d'autres investisseurs une garantie sur les investissements qu'ils ont faits, et s'ils les perdent, on les perd un peu. Voilà. Et là, du coup, au lieu d'avoir 3%, vous avez 6 ou 7%. C'est ce qui vous explique qu'à un moment donné, les banquiers, ils ont tous, dans leurs produits structurés, un peu de ce petit machin-là, je veux dire, qui fait que ce n'est pas du produit structuré, c'est du produit structuré synthétique. Et allez savoir combien ça vaut vraiment, personne ne sait. Et je reviens à un très beau terme
qui a été prononcé tout à l'heure par Bertrand, c'est celui de la confiance. Qu'est-ce qui se passe? Les banquiers n'ont plus confiance les uns dans les autres. Le drame, il est financièrement beaucoup moins grave qu'on ne le dit, en réalité. Les risques, ils sont beaucoup plus faibles. Sauf qu'ils n'osent plus s'échanger leurs produits. Parce que chacun sait que dans les produits de l'autre, il y a ce petit machin synthétique là, qui est peut-être peanuts, mais qui est peut-être 20% de perte. Et du coup, on dit, ah non, il ne faut pas plaisanter. Donc, plus personne ne s'achète une seconde produit. C'est comme ça que ça se passe. Alors, on a parlé du diktat du court-termisme, du diktat du chiffre, du diktat du cours de bourse, de la financiarisation, on en a fait l'analyse. J'aimerais qu'on regarde un petit peu avec vous maintenant, alors qu'on est en plein dedans, là, qu'on baigne dans ces financiarisations, puis que cette crise de 2008, cette crise financière, on a l'impression qu'on a du mal à s'en sortir, qu'on regarde quand même avec vous, quels seraient au fond les moyens de sortir de ce diktat du court-termisme? Bertrand Collomb, quels seraient les grands messages que vous auriez à donner? Alors, c'est pas facile. C'est clair que il y a 5 ou 6 ans, quand je parlais avec des gens divers, notamment des financiers, du court terme, du long terme, ça les intéressait absolument pas. Ils me répondaient liquidité du marché, et donc toutes ces opérations de court terme, c'était très bien. Maintenant, quand je parle à des financiers, je faisais partie d'un groupe de gouvernance d'entreprise de la Commission européenne, où il y avait des financiers, il y avait des investisseurs. Eh bien, nos dernières discussions, ils disent oui, c'est vrai, il faudrait arriver à favoriser le long terme par rapport au court terme. Alors, comment? Je pense qu'on peut... Il y a les régulateurs financiers, donc les gouvernements, puisque finalement les régulateurs sont sous l'autorité du gouvernement, peuvent faire un certain nombre de choses pour éliminer les choses les plus toxiques. Le trading à haute fréquence, par exemple, je ne vois aucune utilité sociale au trading à haute fréquence quand on fait 1000 transactions par seconde. C'est un abus d'information pour ceux qui l'ont par rapport à ceux qui l'ont pas. Et les financiers, généralement, me disent « oui, vous avez sans doute raison ». Il y a eu une période où... Alors, en fait, je crois que l'idée générale, c'est il faudrait que la transaction courte gagne moins d'argent que l'investissement long. Alors comment faire? Il y a des moyens. D'abord, on peut interdire ce qui est le plus toxique. Les CDS, c'est-à-dire je m'assure sur le risque Lafarge, même si je n'ai pas d'obligation Lafarge. C'est comme si vous assuriez ma maison contre l'incendie. C'est pas permis, vous n'avez pas le droit d'assurer ma maison contre l'incendie, parce qu'on pense que ça vous donnerait trop d'incitation à y mettre le feu. Le CDS, c'est la même chose. Donc, interdire le fait que les gens prennent une assurance sur Lafarge, sinon pas en même temps une obligation Lafarge qu'ils possèdent, c'est des choses qui sont possibles. Donc, il y a un certain nombre de choses possibles. C'est difficile parce que certains de ces instruments financiers sont très utiles quand ils sont utilisés dans certaines circonstances et en petite quantité, et deviennent toxiques en grande quantité. Alors, il y a des choses plus simples, c'est la taxe sur les transactions financières. Je crois que c'est une bonne idée de faire une taxe faible sur les transactions financières, parce qu'un aller-retour rapide ne peut pas rapporter autant d'argent. Bon, alors on a dit c'est pas possible, c'est difficile. Alors c'est vrai que c'est difficile, parce qu'il faut évidemment que tout le monde le fasse. S'il n'y a qu'un pays qui le fait, les transactions iront se faire ailleurs. Donc, mais il y a des aspects fiscaux. Il y a eu des cas où on taxait plus les bénéfices à court terme que les bénéfices à long terme. Alors, toutes ces choses-là, toutes ces mesures discriminatoires, si j'ose dire, ont des inconvénients. Elles sont économiquement pas optimales. On peut montrer qu'il y a des cas absurdes. Donc, tout ça n'est pas facile. Et en plus, c'est d'autant moins facile que les seuls qui comprennent vraiment le monde des transactions financières, c'est ceux qui en bénéficient. C'est ceux qui sont dedans. Donc, ils n'ont pas beaucoup d'incitation à expliquer comment on peut en limiter l'impact. Alors ça, c'est pour les régulateurs. Et honnêtement, on ne sait pas très bien où on va là-dessus. Parce que, en Europe, on essaye de faire des choses. Les Américains ont une loi qui a donné la possibilité aux régulateurs, la loi Frank-Dodd, de faire un certain nombre de choses. Mais ces régulateurs le font avec une sage lenteur, avec un lobbying extraordinaire des banques américaines. Et Wall Street, lui, a décidé de ne pas modifier ses pratiques, si on ne le force pas. On ne sait pas très bien ça va aller. Ça, c'est pour les régulateurs. Alors, pour les investisseurs,
je crois que les investisseurs ont un rôle à jouer parce qu'il faut qu'ils essayent d'aller derrière ce chiffre, qu'ils essayent de faire comme ce que René Ricol disait tout à l'heure, comment il appréciait les entreprises, c'est-à-dire d'essayer de comprendre. Alors c'est pas facile parce que quand vous investissez dans 200 entreprises, c'est pas très facile de comprendre ce qu'il y a derrière ces 200 entreprises. Mais je crois qu'on peut, alors on peut demander aux agences de notation d'aller un peu au-delà du simple chiffre financier. Pour l'instant, elles n'en prennent pas vraiment le chemin. Et puis alors il y a l'entreprise elle-même. L'entreprise elle-même, elle doit être réaliste, elle doit savoir qu'il y a des circonstances où on va l'obliger à faire n'importe quoi. Et elle doit essayer d'éviter de se mettre dans la situation où elle dépend du marché financier à court terme. Ça veut dire qu'on dépend toujours du marché financier, bien entendu. Mais suivant la marge de manœuvre qu'on a, on peut ne pas être avec le couteau sous la gorge. On peut traverser des périodes où le marché ne comprend pas ce que vous faites. Vous savez ce que vous faites et vous pensez qu'à horizon de 2 ans, ça marchera, mais où le marché ne comprend pas. Si vous êtes trop endetté, si vous êtes juste la tête hors de l'eau, ou si vous n'avez pas une rentabilité suffisante, eh bien vous serez étranglé. Si par contre, vous avez une bonne performance, donc d'abord, ça commence par une bonne performance. Une entreprise ne peut être autonome et faire ce qu'elle veut faire par rapport à ses équipes que si elle a une bonne performance. Et ça suppose d'avoir prévu, anticipé, ça suppose aussi d'avoir un peu de chance, parce que de temps en temps, quand on est dans un secteur sinistré, on ne fait pas tout à fait ce qu'on veut. Mais c'est dans ce cadre-là qu'on peut gérer cette contradiction, cet équilibre entre les exigences extérieures qui pèsent sur l'entreprise et votre désir de gérer à la fois dans le long terme et de gérer avec les équipes et dans une entreprise humaine. C'est ça, et alors bon, c'est plus facile à dire qu'à faire. René Ricol, on parle du régulateur à l'instant de ce que pourrait faire le régulateur et ces différentes pistes que nous évoquait à l'instant Bertrand Collomb, cette taxe sur les transactions financières, cette mesure pour empêcher les transactions électroniques. Vous qui avez été dans les coulisses du pouvoir dans le dernier gouvernement, pourquoi on n'y arrive pas? On a l'impression que depuis 2008, les gouvernements n'arrivent pas à encadrer ces mouvements financiers. Non, il y a des choses qui se font, il y a des choses qui avancent. C'est vrai que c'est compliqué. Mais si vous me permettez, j'essaie de vous répondre un peu plus. Repartons de ce qu'a dit Bertrand, si vous voulez. Il y a un premier phénomène, c'est qu'il y a énormément d'argent dans le monde. Énormément d'argent qui est prêt à s'investir. Donc il faut nécessairement qu'il y ait un accord politique, G20, pour le contrôle de la masse monétaire. S'il n'y a pas de contrôle de masse monétaire, il n'y a pas de politique économique qui vaille. Deuxièmement, il y a une prise de conscience nécessaire des dirigeants. Ouais. Alors, celui qui va parler là, c'est celui qui était surnommé le pompier de Sarkozy. Vous voyez, dans tous les cas difficiles, ils étaient pour moi. C'est vrai que pendant 5 ans, il n'y en a pas un qui m'est échappé. J'ai eu droit à tout et j'ai tout traité. Je vais vous dire ma sympathie pour Arnaud Montebourg. Parce que je comprends très bien qu'Arnaud Montebourg, il s'énerve quand il voit que le dirigeant d'un grand groupe international ne respecte pas les engagements qu'il a pris à l'égard d'un pays dans lequel il a investi. Je le comprends. Est-ce que j'aurais traité de la même manière? Peut-être pas, je ne sais pas. Mais je comprends le coup de sang. Il est mérité, il est justifié. C'est légitime. Parce que c'est vrai que le dirigeant d'une entreprise, il a une responsabilité sociale qui est importante. Il ne peut pas l'oublier. Et que ça, c'est un des critères qu'il faut prendre. Je le dis fortement, je vous l'avais dit, mais je le dis. Dans les critères du GRI sur le développement durable, tout le monde parle évidemment des critères qui ont trait au climat, etc. Tout le monde oublie qu'il y a une partie considérable qui est liée à l'épanouissement de la femme et de l'homme dans l'entreprise, dans son travail. C'est un élément clé. Ça fait partie des choses qu'on doit essayer d'obtenir. Donc, dans les critères de sélection d'un dirigeant, le respect de ses engagements, le respect de ses valeurs est un élément essentiel. Le troisième point est un point d'optimisme. Et dans les choses que Nicolas Sarkozy m'a demandé de faire, il y en a une qui a été formidable. De mettre en place les investissements d'avenir, 35 milliards. Ce n'est pas tous les jours que quelqu'un a 35 milliards à investir. Les capacités exceptionnelles de la recherche française, les pépites qu'on a découvertes, le fait que le monde de l'enseignement supérieur et de la recherche accepte, contre vents et marées, la règle que j'ai imposée, mais en accord avec eux d'ailleurs, qui était qu'au lieu de décider par avance de là où on allait investir, on a fait remonter les projets. Et on découvre quoi? On découvre qu'il y a à Clermont-Ferrand des labos exceptionnels. On découvre qu'il y a à Perpignan des savoir-faire exceptionnels. Et on fait remonter des éléments. Et on met de l'argent.
Et on a une volonté que poursuit aujourd'hui Louis Gallois, je ferai une parenthèse après là-dessus, qui est de traduire tout ça en industrie demain. C'est un troisième élément, investir sur l'avenir. Et je fais une parenthèse, si les politiques étaient un peu plus raisonnables et arrêtaient de penser qu'à chaque alternance, il faut changer de politique, ça irait beaucoup mieux. Regardez, les investissements d'avenir, et Louis Gallois dit que je suis un type très bien, et je dis qu'il est formidable. Voilà, c'est la même équipe. Il a repris intégralement mon équipe. Équipe qui a été recrutée sur chasseur de tête, avec un chasseur de tête, un comité de nomination présidé par un industriel que connaît bien Bertrand Collomb, et qui est Henri Lachmann. Je continue sur 2 points rapides. Créer des clusters. Et les clusters, c'est à tous les niveaux. Il faut évidemment que l'IAE soit proche des industries de sciences, pour que les étudiants qui sont ici aient envie de travailler avec les étudiants qui sont en sciences. Ils les aideront à faire des business plans, à monter des boîtes, à faire des choses, des start-up. Il faut qu'on crée ces clusters. Il faut qu'on continue, mais je crois que là, Louis est parti pour continuer à créer des clusters entre le public et le privé. Les instituts de recherche technologique, c'est pas fait pour rien. Si vous prenez la recherche publique, la recherche privée, et vous poussez ces gens à continuer à travailler ensemble, et créer des sociétés d'accélération de transfert technologique qui permettent simplement aux chercheurs qui a découvert quelque chose de passer du brevet à la preuve du concept. Donc il y a des choses concrètes. Puis je termine sur un dernier point, faire confiance aux jeunes. Je trouve que dans ce pays, on ne fait pas assez confiance aux jeunes. Donc on leur donne envie de partir, c'est quand même pas très sympathique. On doit leur faire confiance, et je trouve qu'il n'y a pas eu de mutation génétique, et je trouve que les jeunes sont au contraire plutôt plus sympathiques, plus généreux, plus chaleureux qu'on ne l'était nous. Donc plus capables de partage. Et donc encourageons ce qu'il y a de meilleur entre eux, et n'hésitons pas à leur donner des vraies responsabilités. Voilà, c'est à ça que je crois. Eh bien, ça sera notre mot de la fin. Grand merci à vous deux, René Ricol, Bertrand Collomb. Je rappelle que vous êtes respectivement président d'honneur de la Farge et membre de l'Institut de France pour Bertrand Collomb, et René Ricol, président de Ricol Lasteyrie, ancien médiateur du Crédit. Un immense merci à Denis Lafay, directeur de la publication d'Acteurs de l'économie, qui a monté ce débat à retrouver dans un livre qui vient de sortir et qui s'intitule Il est l'heure, édité par Acteurs de l'économie et La Tribune. Merci à Benoît Palandre qui était à la technique aujourd'hui, et à toute l'équipe technique de l'IAE de Lyon. Enfin, je vous rappelle que si vous avez pris en cours cette émission, si vous souhaitez la réécouter dans son intégralité ou la partager avec vos amis, vous pouvez la podcaster sur www.rcf.fr ou sur notre application smartphone et iPhone, ainsi que sur le site d'Acteurs de l'économie. Bonne fin de journée